Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour ce dernier épisode dédié à l'endométriose, j'ai échangé avec le docteur Tassi Sylvain, chirurgien gynécologique à Nice. Dans quelle situation opérer ? Quels en sont les bénéfices ? Comment se passe une opération ? Comment s'y préparer et comment se passe le post-opératoire ? Un épisode qui répond à de nombreuses questions autour de la chirurgie de l'endométriose. Cette série se termine comme elle a débuté, avec le discours d'un soignant expert et passionné, pour qui l'écoute et l'accompagnement doivent être au cœur de la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast Chronique. Un grand merci d'avoir accepté d'y participer. Écoute, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et de comment tu en es venu à t'intéresser à l'endométriose. Alors, moi, je m'appelle le docteur Sylvain Tassi, j'exerce à Nice en secteur libéral. J'ai une formation initialement qui est essentiellement de la chirurgie gynécologique. J'ai fait rapidement le choix de ne faire pratiquement que du soin de patiente et de faire très peu de suivi et relativement peu d'obstétrique parce que c'était la partie qui naturellement s'est imposée à moi comme celle où j'avais le sentiment de rendre le plus de service. Très rapidement, j'ai commencé par une formation de chirurgie cancérologique pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas en raison de mon grand âge, la formation date un petit peu, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait ma formation chirurgicale de gynécologie et il n'y avait pas à l'époque de formation de chirurgie d'endométriose. Donc la seule façon de se former à de la chirurgie un petit peu complexe, un petit peu élaborée, où on allait dans le pelvis faire du travail en profondeur et vraiment devoir connaître les bases anatomiques très pointues, c'était de passer par des formations de chirurgie cancérologique. Donc j'ai fait une formation relativement lourde de 8 ans ou 9 ans, qui m'a permis au départ d'exercer en cancérologie et en endométriose, et progressivement, naturellement, s'est faite une sélection vers la chirurgie d'endométriose essentiellement, que je réalise actuellement à 90% de mon activité chirurgicale. D'accord, ok. Donc pour en venir à ton activité et du coup aux patientes que tu vois, déjà par qui te sont adressées les patientes ? Elles viennent à quel moment du parcours de soins, par qui elles te sont adressées ? Alors, ma réponse va probablement bousculer et déranger un petit peu le milieu médical parce que on est typiquement, moi j'adore dire que c'est une maladie 2.0, 3.0. C'est une maladie qui a complètement bousculé les habitudes du milieu médical, de tout le monde en général, des familles, etc., etc. Pourquoi ? Parce que on est en présence d'un vrai déni de société. D'une habitude, compris les familles, les amis, les médecins, etc., 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 de dire la douleur dans le cadre des règles, dans le cadre d'une ovulation, dans le cadre des rapports, c'est normal. Alors, je pense qu'il est très important, moi j'aime beaucoup rappeler ce que c'est que la douleur. La douleur, c'est un signal d'alerte. Quand on est en train de conduire sa voiture, on peut avoir un petit signal rouge qui s'allume et qui nous dit « Attention, vous devez vous rendre chez un garagiste relativement rapidement, sinon vous aurez probablement des ennuis ».
Pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Pourquoi est-ce que moi j'ai 48 ans et je suis encore vivant? Entre autres parce que la douleur existe. J'ai posé mon pied sur des énormes bouts de verre occasionnellement et je ne me suis pas transpercé le pied de part en part parce qu'il y avait la douleur. Cette douleur m'a dit: «Attention, danger, ton pied est en danger. Si tu continues d'appuyer, il y a un gros truc qui va rentrer jusqu'à l'os et qui risque de s'infecter et de te mettre en danger». Il m'est arrivé de poser ma main sur des plaques brûlantes et je ne me suis pas carbonisé la main au 3e degré parce que la douleur m'a dit: «Attention, il y a une situation de stress au niveau de ta main gauche. Si tu ne la retires pas rapidement, ta main sera détruite». Nous avons dans notre société un phénomène extraordinaire qui s'est installé, une espèce de déni du fait qu'il y avait un signal d'alerte qui se produisait dans l'organisme des patientes, en l'occurrence des douleurs à certains moments de leur vie, et on leur a dit: «C'est normal». Imaginons que nous disions: «C'est normal d'avoir mal quand tu mets ta main sur la plaque chauffante, continue, il n'y a pas de problème». On imaginerait les dégâts que ça pourrait faire au niveau de la main. Donc, pour revenir à ta question, parce que je me suis un petit peu égaré, mais je trouvais que cet aparté était très important. Pour revenir à ta question, on a une vraie prise de conscience depuis quelques années. Au début de mon exercice, pratiquement 80% des patientes venaient d'elles-mêmes, orientées par Docteur Google. Donc sur Docteur Google, elles disaient: «Bah, j'ai mal pendant les règles, j'arrive pas à tomber enceinte, j'ai mal pendant les rapports, les ovulations sont douloureuses», et Docteur Google allait finalement plutôt mieux que ce que le milieu médical et la famille et les amis le faisaient, orienter vers des centres qui, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, commençaient à devenir des centres experts, des centres de référence. Progressivement, on assiste quand même à une vraie prise de conscience et en cela, c'est une maladie 2.0 puisque ce sont les associations, ce sont les patientes qui se sont bagarrées pour ça. Et à l'issue de cette prise de conscience, on a actuellement, on va dire, encore 40 à 50% des patientes qui viennent dans notre centre à Nice, pas forcément me voir moi d'ailleurs, car nous sommes plusieurs médecins à accueillir les patientes, donc je ne suis pas forcément leur premier recours, j'arrive souvent un petit peu après. Et elles vont venir voir mes associés, dans 40 à 50% des cas adressés par elles-mêmes et dans 50 à 60% adressés par le milieu médical au sens large, incluant des ostéopathes, des kinés, des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynécologues spécialistes, etc., etc., etc. On a divisé par 2, c'est colossal. Il nous en reste encore près de 40%. On a encore près de 40% des patientes qui ne sont pas dépistées par le milieu médical et qui vont venir directement à nous. On travaille d'arrache-pied tous les jours pour former un maximum de gens, pour que ce chiffre diminue de plus en plus, que la prise en charge soit faite par les unités de premier recours, la sage-femme du quartier, le médecin généraliste, etc., etc., et que nous, on n'intervienne que quand il n'y a pas quand eux ne s'en sortent plus, mais qu'ils ne nous les adressent que quand ils ont déjà dépisté, analysé, traité en premier recours. D'accord, OK, super intéressant. Et du coup, en ce qui concerne la chirurgie, quelles sont les indications de la chirurgie dans le cadre de l'endométriose? Je peux pas répondre à ta question. C'est c'est comme si tu dis, comment les pompiers font pour éteindre un incendie? En fait, ça dépend de l'incendie. Mmh. En fait, ça dépend de l'incendie. Ils vont pas intervenir pareil sur un incendie de forêt, sur un incendie de maison, sur un incendie d'immeuble, sur un incendie d'appartement, sur un incendie de cuisine ou de salle de bain, et cetera, et cetera, et cetera. Je suis pas pompier, j'y connais pas grand-chose, mais globalement, je vais donc le résumer de manière atrocement fausse. Quand on n'a pas d'autre solution, on D'accord. intervient chirurgicalement quand on est en échec des situations où on peut traiter médicalement la patiente. Typiquement, une jeune je vais te citer des exemples qui seront peut-être plus parlants qu'une réponse aussi, générale et aussi floue. Typiquement, une jeune femme de 18 ou 19 ans qui présente des règles extrêmement douloureuses, qui présente des rapports douloureux, qui présente des douleurs quand elle va à la selle, qui va présenter des douleurs éventuellement en allant uriner, etc., etc. Nous allons commencer en général par leur proposer un traitement médical.
on va leur dire, écoutez, peut-être on peut essayer de prendre la pilule. Est-ce que la pilule aura un effet intéressant sur ces douleurs? Typiquement, si on arrête les règles, on peut supposer que vos règles ne seront plus douloureuses puisqu'elles ne seront plus du tout. On peut essayer de vous orienter vers des diététiciens. Nous, on travaille beaucoup avec des nutrithérapeutes et des diététiciens qui vont travailler sur l'alimentation avec des alimentations anti-inflammatoires. On va les orienter éventuellement vers des kinés, des ostéopathes, des naturopathes qui vont... C'est un vrai travail d'équipe. On a la chance d'avoir dans les Alpes-Maritimes un centre extrêmement novateur qui est organisé par une doctoresse algologue, qui est le docteur Émilie Piquet, qui a amené quelque chose d'incroyable, un vrai travail d'équipe pour toutes ces patientes où on ne sait plus très très bien quoi en faire et on se retrouve avec des patientes jeunes qui sont déjà sous pilule, il reste encore un petit peu des douleurs, etc., etc. Elles vont aller consulter dans ce centre-là. Nous, on interviendra chirurgicalement quand on est en échec du traitement médical. Docteur, votre traitement, je le supporte bien, il est pas mal. J'ai effectivement des règles maintenant beaucoup moins douloureuses, j'ai moins mal quand je vais uriner. En revanche, mes rapports sont toujours extrêmement problématiques. En revanche, maintenant je veux faire un bébé. Donc, il va falloir que j'arrête la pilule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Etc., etc., etc. Donc, le premier recours se fait en général sur un traitement médical. Et c'est d'ailleurs en cela que je reviens sur ta question précédente. C'est très important que les unités de premier recours soient bien formées, car ça ne sert pas à grand-chose qu'une patiente qui a des douleurs de règles et à qui on peut prescrire simplement la pilule en l'orientant après sur un kiné, un ostéopathe, vienne dans un centre spécialisé. Le médecin généraliste, la gynéco-médicale, la sage-femme peuvent très bien faire cette prise en charge. Et nous, on va venir quand on est en échec de cette situation, analyser la situation et pourquoi pas opérer s'il y a besoin, etc., etc. Mais globalement, toutes les patientes que je vois ne sont pas nécessairement à opérer. Elles viennent me voir pour une chirurgie. Moi, quand elles viennent me voir, c'est en me disant « je veux faire une chirurgie, donc je viens me voir ». Et en fait, finalement, il y a au moins la moitié des patientes que je n'opérerai pas et que je réorienterai vers un autre traitement, vers d'autres confrères, etc., etc. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines femmes vont peut-être se dire, allez, on m'opère, on enlève mes lésions, et puis après, je passe à autre chose, je prends un trait de ma pilule, et puis ça ira mieux. Alors, ça peut être le cas. Fort heureusement, on a quand même assez souvent des situations où c'est ça. La problématique, c'est que parce que ce n'est pas une maladie, ce sont des maladies en fait. Il y a des tonnes de maladies dans l'endométriose, il y a d'innombrables versions différentes, et je pense qu'assez rapidement, dans quelques années, ça commence à se faire un petit peu, on commence à en parler de plus en plus dans les congrès, on va isoler des endométrioses de type A, de type B, de type C, de type D, et qui seront déjà beaucoup trop floues, mais globalement, on aura quand même un petit peu des informations. Pourquoi ? Parce que on n'a pas forcément un type de lésion qui va correspondre à un type de traitement. L'endométriose, au fil des mois et des années de la vie d'une patiente, va se modifier. Il y a des périodes dans lesquelles elle va être très inflammatoire, elle va être extrêmement douloureuse, la patiente va être très invalidée. À certains moments, ça va se calmer, etc., etc. La problématique de la chirurgie, elle a les défauts de ses qualités. Nous enlevons les lésions. Alors, la lésion, une fois qu'elle n'y est plus, dans 80 ou 90% des cas, elle est quand même extrêmement moins douloureuse. Supposément qu'elle soit douloureuse auparavant, parce que si une lésion typiquement qui n'est pas douloureuse chez une patiente qui n'a pas de problème de fertilité, on ne va pas l'opérer, on la laisse tranquille. Donc à partir du moment où on va chirurgicalement enlever une lésion, on va donc proposer à la patiente un résultat rapide et sans doute presque immédiat. Le problème, c'est que c'est une maladie inflammatoire et qu'on sait que cette maladie inflammatoire a un risque de réactivation qui n'est pas négligeable. Encore une fois, ça dépend énormément de l'endométriose. J'ai des patientes que j'opère et qui ensuite vont être pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans tranquilles, elles n'ont plus aucune douleur. Et à l'inverse, on a parfois des résultats qui sont extrêmement décevants, puisque 6 mois ou 1 an après, on voit redébarquer la patiente en disant « Docteur, j'étais super pendant 6 mois. Au bout de 7 ou 8 mois, ça a recommencé à me faire mal. Et là, on est 1 an après et on est quasiment revenu à la case départ. » Encore une fois, cette image de l'incendie, parce que je trouve que c'est une maladie inflammatoire et que donc la notion d'incendie s'en rapproche, ça brûle, en fait c'est une brûlure. Eh bien l'incendie, une fois que les pompiers ont bien fini de tout éteindre, de temps en temps, ça redémarre.
de temps en temps, il va y avoir des petites braises qui, par-ci, par-là, sur un petit coup de vent, vont refaire partir le feu de forêt. Et ben nous, on a à peu près la même chose. On va donc partir du ventre en ayant nettoyé toute l'endométriose, puisque le but d'une chirurgie, c'est précisément de tout nettoyer au niveau de l'endométriose. Sinon, il ne faut pas y aller. Et c'est en cela qu'il est important que ce soit fait par des chirurgiens qui soient aguerris dans cet exercice, parce que c'est pas évident d'enlever toute une endométriose. C'est un vrai travail et c'est un vrai exercice. C'est souvent d'ailleurs un travail de multi-équipe. Il faut travailler en équipe, on ne travaille pas solo. Nous, à titre d'exemple, on est 4 chirurgiens à bosser dans la clinique, 2 chirurgiens gynécologues, un chirurgien viscéral et un chirurgien urologue qui s'occupent des patientes. C'est pas moi je sais tout et les autres ne savent rien faire. Donc le fait de travailler en équipe, ça nous permet d'être beaucoup plus polyvalent dans notre prise en charge, de n'avoir, j'ai envie de dire, presque aucune limite. Parce que ce qu'on ne sait pas faire, le confrère va pouvoir lui prendre le relais et nous proposer une prise en charge que nous, on n'est pas forcément capable de faire, et réciproquement. Donc, dans cette prise en charge pluridisciplinaire, le fait de tout nettoyer est supposé mettre le compteur à zéro pour bien améliorer la qualité de vie. Malheureusement ou heureusement, nous allons devoir nous appuyer des autres confrères médicaux qui prescrivent la pilule, qui font de la kiné, qui sont ostéopathes, qui sont médecins algologues, etc., pour gérer la continuité. C'est pas, et souvent je rectifie les patientes quand elles me disent, bon, bah, du coup, vous m'opérez et tout est fini. Non, 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 non. Je vous opère. On va essayer de remettre le compteur à zéro pour que vous soyez le plus tranquille possible. Mais si on ne s'occupe pas de la suite, on risque de se revoir assez rapidement. Par contre, si on s'occupe bien de la suite et qu'on vous prend bien en charge, on va pérenniser le résultat de la chirurgie et on va essayer de vous opérer le moins possible. Le but étant, si possible, de vous opérer qu'une fois. Bon, ça ne marche pas toujours. OK. Donc du coup, dans ce que je retiens dans ce que tu nous dis, c'est que, il faut quand même qu'il y ait un objectif, qui soit clair, enfin d'améliorer la qualité de vie. Donc il faut quand même que ce soit des patientes, qui aient vraiment un gros impact, de la maladie sur leur qualité de vie, douleur, et cetera. Et il faut quand même qu'il y ait eu une prise en charge, médicale avant, a posteriori, des choses d'essayer pour essayer Alors, de il gérer les est symptômes. rare, ça existe, hein, mais les situations, les cas dans lesquels d'office on doit opérer dès la première fois où on voit la patiente, ça existe, j'en ai pas mal. Moi, j'ai forcément un biais de sélection, c'est que je vois des dames qui viennent se faire opérer. C'est pas, elles viennent pas forcément me dire qu'elles ont de l'endométriose, elles viennent me dire qu'elles veulent être opérées de l'endométriose. Dans le lot, beaucoup ont raison, c'est effectivement qu'elles sont en échec du traitement médical et que donc, bah, on n'a pas trop d'autres alternatives puisqu'elles ont une grosse dégradation de la qualité de vie et ou un problème de fertilité. Globalement, les 2 grosses indications, si on veut résumer un petit OK. peu, c'est plus compliqué que ça. Mmh. Si on veut résumer, 2 grosses indications, une patiente qui nous dit: «Écoutez, j'en peux plus d'avoir mal, c'est insupportable, il faut trouver une solution», ou une patiente qui dit: «Bah, écoutez, moi je veux faire un bébé, ça fait 2 ans que j'essaye, on a, tenté à peu près tout et n'importe quoi, pourquoi pas des stimulations, des FIV et cetera et pour l'instant je suis en échec donc il faut me trouver une solution». Et justement, pour la fertilité, tu as des données à nous transmettre À peu justement près la sur moitié. Alors d'accord, déjà, c'est la première cause d'infertilité en Occident, clairement. OK. Actuellement, quand Mmh. un couple, a des soucis pour tomber enceinte, dans la majorité des cas, c'est un problème d'endométriose. OK. Très souvent sous-diagnostiqué, extrêmement sous-diagnostiqué. Ouais, ouais. «Non, non madame, votre IRM est normal, donc vous n'avez pas d'endométriose, donc tout va bien, il y a pas de souci». Les examens d'imagerie en endométriose, et c'est une source d'erreur extrêmement fréquente et colossale, aussi bien faits soient-ils, aussi précis soient-ils, et même s'ils sont faits par des gens qui sont ultra spécialisés là-dedans, les examens d'imagerie échographique et IRM ne sont pas du tout fiables à 100%, mais pas du tout. On a une fiabilité qui tourne aux alentours de 60, 70 ou 80% des cas. Donc, imagine, alors pareil, je dis aux patientes, imaginez que le vendeur de votre voiture vous dise: «Madame, je vous vends une super voiture. Dans 60 à 70% des cas, le matin, elle démarre bien». Bah, vous dites: «Mais elle est pourrie votre voiture, en fait». Oui, elle est pourrie. Techniquement, elle est effectivement pourrie. Une voiture qui va démarrer 60 à 70% des cas. Globalement, la fiabilité de nos examens d'imagerie tourne entre 60 et 80% de fiabilité. Donc, c'est une source d'erreur classique de dire, puisque l'IRM est normal, il n'y a pas d'endométriose. Et donc, ce n'est pas l'endométriose qui vous rend infertile. Et moi, mon job, c'est souvent d'aller voir dans les ventres de ces patientes à qui on a dit: «Bah non, tout va bien, vous inquiétez pas, on ne comprend pas pourquoi vous ne tombez pas enceinte». Et on a quand même la surprise, enfin la non-surprise d'ailleurs, de trouver de l'endométriose extrêmement fréquemment dans ces situations.
Ouais, donc des fois, ça pose même le diagnostic, quoi. Alors le fait de Ça le faire confirme. une cœlioscopie, clairement, c'est la seule chose qui, quand on n'a pas le diagnostic qui est posé avant, Ouais. permet effectivement de poser le diagnostic. Hem, on a des diagnostics qui sont posés autrement. En fait, le meilleur des diagnostics, c'est en écoutant sa patiente. Et je crois que là, on revient à ce qu'on discutait au début, c'est d'abord un diagnostic par l'interrogatoire. On ne se précipite pas sur une IRM. Moi, si tu veux, une patiente qui me dit: «J'ai des douleurs de règles d'apocalypse. Globalement, je suis couché pendant 48 heures, je me défonce aux anti-inflammatoires, voire à des dérivés morphiniques pour essayer d'aller bosser». Les rapports sont devenus quasiment impossibles parce que les douleurs sont telles que je suis obligé d'interrompre toute sexualité et que ça fait 3 ou 4 mois ou 6 mois que j'ai pas eu de rapport complet avec mon compagnon. J'ai mal quand je vais à la selle. Et en plus, ça fait quand même 7 mois que j'essaye de faire un bébé et ça marche pas. Alors tu me diras, si elle a tellement de douleur au rapport qu'elle a plus de sexualité, ça peut être une explication. Globalement, cette patiente, son IRM, je m'en fous. Parce que même, j'exagère un peu, je m'en fous pas, je vais la regarder son IRM. Mais souvent, elles me tendent leur IRM en disant: «Regardez docteur mon IRM». Non, non, c'est quoi pourquoi vous venez me voir? Quand est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Et cetera, et cetera, et cetera. Et on est dans une société, ça c'est valable dans toute notre société, où on se sert énormément de la technique et on en oublie un petit peu des fois la base. La base, c'est: commençons à interroger la patiente. Voyons exactement ce qu'elle décrit comme symptômes, parce que souvent, tu te rends compte que dans des prises en charge, par exemple, de problèmes de fertilité qui ont duré quasiment 1 an, personne ne lui a jamais demandé si elle avait des symptômes douloureux au moment des règles ou au moment des rapports. Ça paraît un peu surréaliste, mais moi j'en récupère régulièrement comme ça. Ah oui, bah alors maintenant que vous m'en parlez, j'ai dit, on vous a demandé quand même quand on vous a accueilli pour faire une fécondation in vitro, tout ça. Non, 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 on m'a jamais demandé. Et donc, en fait, en interrogeant les patientes correctement et en faisant une analyse correcte de ce qu'elles nous donnent comme symptômes, on a déjà une très bonne fiabilité de recherche d'endométriose. Et on s'appuiera ensuite sur des examens dont on sait qu'ils sont très loin d'être fiables à 100%, l'échographie, l'IRM, etc., etc., etc. Mais ils arrivent qu'en second, pas en premier. OK, l'interrogatoire, l'écoute, On mmh, écoute la patiente pendant mmh. 5 minutes. Moi, j'avais un vieux professeur de pneumologie qui me disait: «Écoute, toi, tu as l'air d'être assez glandeur, je le suis aussi. Ce que je te conseille, c'est, en consultation, commence par te reposer un petit peu, écoute ta patiente 5 minutes. Et voilà. Ça te Mmh. reposera, et en fait, au bout de 5 minutes, dans 9 cas sur 10, elle t'aura donné ses symptômes, son diagnostic et le traitement qu'il lui faut». Ouais. Hem, comment est-ce que tu aurais des conseils, à donner pour bien se préparer à une chirurgie? Justement, quelles questions à poser à son chirurgien? Est-ce que tu as des petits tips à donner? Compliqué comme question. Oui. Déjà, quand on se fait opérer d'endométriose, il faut qu'il y ait une très grande confiance entre la patiente et le chirurgien. Je pense que c'est indispensable. C'est une phrase un peu générique. Bien sûr que quand on se fait opérer, il faut moi j'ai des patientes qui me disent des fois: «Oh je me suis fait opérer, mais lui de toute façon je le sentais pas». Mais en fait, vous confiez votre corps à quelqu'un en qui visiblement le courant n'est pas passé et vous n'avez pas confiance. C'est toujours un petit peu surprenant. Donc, il faut qu'il y ait déjà un vrai climat de confiance. Pourquoi faut qu'il y ait un vrai climat de confiance, qui est très important? C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on traite ce qu'on appelle on fait de la chirurgie fonctionnelle. Moi, je ne sauve pas la vie des patientes. Quand je faisais de la cancérologie, je sauvais la vie des patientes. Je le dis sans, c'est pas pour être pédant, mais globalement: «Madame, vous avez un cancer, soit je vous opère et si tout se passe bien, normalement, dans 5 ou 10 ans, on se voit en consultation et on se claque la bise, soit je vous opère pas et dans 6 mois ou 1 an, vous serez morte, madame». Dans l'endométriose, il faut pas oublier quelque chose: on ne sauve pas la vie des gens. Elle n'est pas leur qualité. Je peux essayer de sauver leur qualité de vie, mais je ne peux pas essayer de sauver leur vie parce que leur vie n'est pas en danger. Elles ont, entre guillemets, pardonne-moi l'expression, elles ont souvent des vies de merde, elles ont souvent des qualités de vie qui sont très mauvaises, mais globalement, ce ne sont pas des patientes qui vont mourir d'endométriose. Donc, c'est en cela qu'il faut qu'il y ait une très grande confiance et un très grand climat de confiance, parce que on peut quand même faire des gros dégâts chirurgicaux.
on peut quand même faire des grosses catastrophes chirurgicales parce que ça reste des chirurgies qui sont compliquées, qui sont casse-gueule, qui sont faites en multi-équipe dans des situations souvent assez complexes. C'est un vrai syndrome inflammatoire. Moi, typiquement, le chirurgien viscéral, en fait, j'ai eu dans ma vie deux amours de chirurgie viscérale. Mon premier associé avec qui j'ai opéré pendant 7 ans, qui venait me seconder sur des chirurgies, enfin venait me seconder, non, venait travailler en équipe, il me secondait pas, il prenait son rôle de chirurgien viscéral et on bossait ensemble. Et qui un jour a décidé de partir au Canada pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai dû retrouver un autre chirurgien viscéral avec qui je bosse depuis 6 ans maintenant, qui est un pur régal. Les deux sont géniaux. De toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des gens que je ne considère pas comme géniaux parce que c'est un vrai travail d'équipe et ce serait se suicider que de travailler avec des gens qui ne soient pas ultra compétents. La première fois qu'il a opéré de l'endométriose avec moi, ce chirurgien viscéral, qui est un chirurgien viscéral de renom, avec une grosse expérience chirurgicale, avec une grosse bouteille chirurgicale, sa première réflexion à la première semaine, c'était: je pensais vraiment pas que ça allait être de la chirurgie aussi compliquée et aussi casse-gueule. En fait, il avait l'impression que ça allait être une petite chirurgie un peu sympatoche, on enlève des petites lésions, etc., etc. Et on se retrouve dans des gros chantiers chirurgicaux avec des opérations qui peuvent durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Donc, mon premier conseil, c'est déjà, il faut que vous trouviez une équipe, pas une personne, une équipe en qui vous ayez confiance. Il faut qu'il y ait un vrai climat de confiance qui se soit instauré. À l'issue de ce truc-là, la préparation, elle va se faire toute seule. Parce qu'en fait, une équipe qui est bien formée, bien organisée, bien rodée, les patientes, on les met sur un rail et elles n'ont plus rien à faire. Ouais, elles se laissent On va les guider. guider, en fait. Ouais, Voilà. ouais. On Il va y leur avoir un prend la main. accompagnement. Nous, typiquement, au cabinet, on a 2 assistantes qui vont prendre la main de la patiente et l'amener jusqu'à la chirurgie en lui expliquant comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Ça nous a valu, par contre, des patientes mécontentes parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques mois d'un truc, c'est qu'on avait beaucoup de patientes qui, après la chirurgie, étaient complètement perdues. Parce Mmh. qu'on les avait tellement guidées avant la chirurgie qu'elles avaient quasiment des appels tous les jours pour organiser le truc. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? Où est-ce que vous rentrez? Qu'est-ce que vous rentrez? Machin, machin. Une fois que c'était opéré, elles avaient un petit débriefing en disant voilà, c'est bon, ça a été fait. Avec les pansements, on fait ça. Avec l'alimentation, on fait ça, etc., etc. Et là, d'un coup, no man's land. Et on en avait qui hurlaient en disant vous vous rendez pas compte, ça fait 1 semaine que j'ai pas eu d'informations. Ouais. Mais vous allez bien? Oui, je vais bien, mais personne s'est occupé de moi. Bah, vous allez bien, la chirurgie a eu lieu, on a enlevé l'endométriose, les pansements sont propres, vous n'avez pas de fièvre, ça va quoi. Et le fait qu'elle soit extrêmement coucounée en préopératoire, d'un coup elle se retrouvait complètement perdue en post-opératoire. Et alors on essaye de les accompagner un peu mieux avec ce qu'on arrive à faire. Donc la préparation, trouver une équipe en qui on ait confiance et qui vous guide ensuite pour organiser toute la chirurgie. Mmh. Il n'y a pas de préparation physique spéciale. Quand on fait une cœlioscopie, nous, on a fait le choix de donner un régime sans résidus à toutes nos patientes pour qu'elles aient un tube digestif qui soit complètement vide. Donc, Mmh. globalement, elles évitent de manger des légumes, des haricots, des fibres. Elles ont Mmh. toute une liste, en fait, en ce que vous avez le droit de manger, ce que vous n'avez pas le droit de manger. Bon, elles l'appliquent en général relativement bien. Je pense qu'il y a quelques écarts quand même occasionnellement. Mais globalement, régime sans résidus. Les grosses fumeuses, il vaut mieux éviter de fumer en post-opératoire, les amis, Ouais. parce que ça empêche de cicatriser, ça fait tousser, c'est pas bon pour la santé. Et puis globalement, non, se faire guider, trouver une équipe en qui on a confiance. OK. Tu parles de cœlioscopie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les techniques, opératoires? Globalement, on se sert actuellement à 99,999% de la chirurgie cœlioscopique pour régler le problème de l'endométriose. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aussi, comme on le faisait avant, ouvrir le ventre d'une douzaine de centimètres et aller opérer. On a la chance en cœlioscopie de voir 1000 fois mieux puisque grâce à une petite caméra qui fait la taille de mon petit doigt, on arrive à se faufiler un petit peu partout. Cette image de 1 centimètre ou 2 centimètres carrés, on va pouvoir, avec des colonnes d'une qualité exceptionnelle, avoir une retransmission de l'image sur le plus gros des plus gros écrans coin carré 4K avec des images de fou. Quand c'est pas des colonnes 3D, etc., etc., on va pouvoir avoir une magnifique image qui permet de zoomer énormément.
Je place le robot dans la continuité de la chirurgie cœlioscopique. Il est souvent séparé. On commence à faire beaucoup de chirurgie robotique maintenant dans l'endométriose. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est pas une révolution, c'est une évolution. On est globalement quand même sur le même fonctionnement, c'est-à-dire on fait des petits trous dans le ventre. Certes, on va se faire assister par un robot, mais beaucoup l'ont présenté comme quelque chose de révolutionnaire. Non, globalement, la base, c'est à peu près la même. On fait des petits trous, on gonfle le ventre avec de l'air et il y a des instruments qui vont aller nettoyer ce qui se passe dans le ventre. Dans un cas, on guide les instruments directement nous-mêmes avec des petites poignées. Dans l'autre cas, il y a un robot qui fait interface. Enfin, au final, ça revient à peu près à l'identique. On a la chance à Nice de pouvoir avoir les deux techniques où on va choisir en fonction celle qui nous paraît le plus adaptée pour la patiente. Pour ce qui est de la chirurgie cœlioscopique, on va donc faire des petites incisions, gonfler le ventre avec de l'air et dans un premier temps, on va aller explorer. Le premier temps, on ne touche pas, on regarde. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de l'utérus, en dessous de l'utérus, sur les ovaires, sur les trompes, au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire? Est-ce qu'il y en a sur le tube digestif? Est-ce qu'il y en a sur le diaphragme? Etc., etc., etc. Donc pendant à peu près une vingtaine de minutes, on va avoir une espèce de checklist. Alors on la remplit plus manuellement, on va dire, mais une checklist mentale. Où on va dire voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tout ça c'est bon, c'est vu. Il y en a là, il y en a là, il y en a pas ici. Ça c'est bon, il y en a pas, etc., etc. On va aussi éliminer d'autres diagnostics parce que faut pas oublier un truc. Moi, les patientes, elles viennent pas me voir la majorité parce qu'elles ont de l'endométriose. Elles viennent voir parce qu'elles ont mal. Leur problème principal, c'est pas est-ce que j'ai de l'endo ou pas, hein. C'est pourquoi j'ai mal et trouvez-moi une solution. Donc si je leur dis, madame, vous n'avez pas d'endométriose, elles me disent ok, mais alors c'est quoi qui me fait mal? Ah, je sais pas, moi j'ai juste regardé si c'était de l'endo ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à l'issue de ce check-up, s'il n'y a pas d'endométriose, parce qu'il y a quand même un pourcentage non négligeable de patientes qui ont quand même mal et qui n'ont pas d'endométriose, on va chercher d'autres diagnostics. Une appendicite chronique, une infection chronique du pelvis avec certaines bactéries qui sont installées dans le pelvis et qui font mal, des adhérences, on peut avoir des cicatrices adhérentielles d'une péritonite ancienne ou d'un truc comme ça qui génèrent des douleurs, etc., etc., etc. Donc, il ne s'agit pas juste d'endométriose, il s'agit de douleurs pelviennes et abdominales. Donc, à l'issue de ce check-up, on va identifier ce qui ne nous paraît pas normal, ce qui pose un problème, et on va essayer de trouver des solutions. Donc, s'il y a de l'endométriose, on nettoie cette endométriose. S'il y a des adhérences, on va décoller les adhérences pour essayer de libérer les tissus, etc., etc., etc. Et alors, ce sont des chirurgies qui ont des durées extrêmement variables. Ça va de 3/4 d'heure, 1 heure pour de l'endométriose relativement basique où il faut nettoyer, brûler un petit peu, etc., etc., à des opérations multi-équipes avec 3 ou 4 chirurgiens, 4 heures, 5 heures s'il faut, 7 heures de temps en temps pour vraiment pouvoir tout nettoyer complètement. D'accord. Donc c'est une chirurgie qui peut se faire à plusieurs chirurgiens Ah, c'est une sur un chirurgie même qui est temps. très fréquemment à plusieurs. Pour te donner un exemple, actuellement, mes plages opératoires, c'est le lundi matin, le mardi matin, le mercredi toute la journée et le jeudi matin. Quand je dis matin, c'est 8h, 14h, 15h. Le lundi matin, je fais des chirurgies qui sont en général multi-équipes. Donc, on est soit avec l'urologue, soit le chirurgien viscéral. Le mardi matin, je fais que des petites chirurgies. Supposément, je peux me débrouiller tout seul. Le mercredi, on fait des chirurgies multi-équipes. Le jeudi, des chirurgies solo. Donc, en fait, sur les 5 demi-journées opératoires où on va s'occuper d'endométriose, il y en a 3 qui sont dédiées à de la chirurgie multi-équipe. Alors, on n'est pas tout le temps multi-équipe. Il y a des patientes que je peux régler tout seul, où j'ai pas besoin de chirurgie viscérale ou de l'urologue. Mais globalement, il y a 3 plages opératoires où on peut en tout cas intervenir à 3 si ça nécessite, s'il y a besoin. Ok, d'accord. Et donc la question, est-ce qu'on peut opérer plusieurs fois? Il n'y a pas de limite au nombre de chirurgies. Ok. Hormis celle qu'on se donne de savoir si on devient plus nuisible pour la patiente que bénéfique. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vois d'anciennes patientes qui me disent j'ai été opérée 14 fois d'endométriose.
Alors peut-être, j'étais pas là quand elles ont alors ça se fait plus trop maintenant, hein, ça existe plus. Mais il y a un certain temps, il y avait des chirurgiens qui opéraient beaucoup, beaucoup, beaucoup les patientes. Dès qu'elles avaient un peu mal, on réopère, on essaie de nettoyer et cetera et cetera. J'ai l'impression qu'une chirurgie cœlioscopique, une chirurgie, tout court d'ailleurs de l'abdomen, reproduite plus de 3, 4, 5 fois, j'ai du mal à comprendre ce que ça peut amener pour la patiente. Mais Mmh. admettons, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. De mon expérience, les patientes que j'ai été amené à opérer le plus dans leur vie, sur une période d'une quinzaine d'années, c'est 3 ou 4 fois. D'accord. On va dire qu'une récidive tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a quand même un nombre non négligeable de patientes qui vont revenir en disant écoutez, j'ai été. Mais alors, elles sont elles-mêmes assez demandeuses. Hein. Mmh. Globalement, une patiente qui te dit j'ai été opérée en 2015, j'avais une qualité de vie dégueulasse. Jusqu'en 2018, j'ai été tranquille, docteur. En 2019, c'est devenu beaucoup plus que moyen, et là, on est en 2020, j'en peux plus. Réopérez-moi. Si on arrive à de nouveau gagner 2, 3, 4 ans d'une bonne qualité de vie, ça leur va très bien. Hein. Ouais, ouais. Elle vous dit, je préférerais ne plus jamais être réopéré, mais globalement, une opération tous les 3, 4, 5 ans, moi, ça fonctionne. Hein. Mmh. Après, Et c'est du sûr, quand on arrive à des chirurgies annuelles, Ouais. hormis des cas exceptionnels, je les compte sur les doigts d'une main, avec des grosses récidives d'endométriose profonde annuelles, et cetera, il faut se poser la question de savoir si c'est vraiment la chirurgie la solution. Mmh. Globalement, une patiente que j'ai déjà opérée 2 fois d'affilée en 2 ans, heu, je l'oriente vers tous les copains, copines dont on a parlé tout à l'heure, l'algologue, le kiné, l'ostéopathe, le nutrithérapeute, le naturopathe, la diététicienne, et cetera, parce que je me dis que probablement la chirurgie n'est pas sa solution. Si Mmh. j'en viens à l'opérer aussi souvent, c'est qu'il y a une autre solution à trouver. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu du post-opératoire? Donc en fait, la technique de cœlioscopie fait que, les soins, en post-opératoire sont limités. C'est des petits comme tu dis, c'est des petites incisions, donc il y a des petits pansements, Alors, derrière? encore une fois, ça va dépendre de la chirurgie qu'on a réalisée. Ouais. C'est difficile de mettre dans le même panier une Mmh. chirurgie de 3 quarts d'heure, 1 heure par voie cœlioscopique avec un chirurgien en ambulatoire et la patiente qui a été opérée pendant 5 ou 6 heures d'affilée avec résection digestive, résection d'une partie de la vessie, et cetera, et cetera. Mmh. On va mettre de côté, si tu veux bien, la chirurgie lourde qui est là hospitalisée pendant 1 semaine, et cetera, et cetera. OK. Où là, de toute façon, ça va être une gestion qui sera plus hospitalière, donc la patiente, elle aura pas forcément besoin de gérer grand-chose. Le post-opératoire d'une chirurgie d'endométriose de faible à moyenne abondance, où la patiente peut être gérée en ambulatoire et va rentrer à la maison. Et ce sont ces patientes-là qui sont des fois le plus perdues en disant bah, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ma technique à moi est très simple. Tous les points sont résorbables, vous ne voyez aucun point, il y a un petit stéristrip sur les cicatrices, vous ne touchez à rien pendant 15 jours. On ne vous demande pas de toucher. Et si l'infirmière veut vous faire un joli petit pansement bétadiné ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Mmh. Votre peau s'est cicatrisée depuis la préhistoire. L'homme préhistorique a été capable de cicatriser. Il n'y a pas besoin de désinfecter. Ça crame plus les cicatrices qu'autre chose. On laisse les cicatrices tranquilles. On laisse le petit stéristrip de protection pour éviter que ça saigne, que ça salisse le t-shirt, etc., etc. Si jamais il y a des petits saignements ou autre, éventuellement, on met un petit pansement de protection pendant 24 ou 48 heures et on l'enlève le plus vite possible parce que la meilleure façon d'infecter une cicatrice, c'est de la couvrir le plus possible pour que ça macère en dessous. Ou sinon de la brûler avec de la bétadine. Au niveau du post-opératoire au sens mouvement, on va demander aux patientes de se faire violence et d'être le plus actif possible. Alors, elles nous détestent, elles ont envie de nous crever les yeux. Elles disent: «Je vais t'opérer il y a 24 heures, on m'oblige à marcher, à aller dehors, et cetera, et cetera». C'est extrêmement important puisqu'il est clairement, démontré que plus une patiente va se mobiliser, plus une patiente va rapidement reprendre la marche, reprendre de ce qu'elle arrive à faire bien sûr, hein, elle n'est pas supposée faire, 10 kilomètres à pied le lendemain matin non plus. Mais, plus elle va se mobiliser, moins elle aura de complications et plus vite elle récupérera une qualité de vie correcte. On laisse en général des anticoagulants pendant 1 semaine à 10 jours.
C'est l'anesthésiste, nous, qui prescrit ça et on va leur donner un traitement antalgique, donc des médicaments contre la douleur qui permettent de gérer correctement à la maison la douleur. Alors on a une petite, c'est pas une spécificité, mais quelque chose qu'on utilise énormément à Nice, c'est, un groupe d'infirmières qui vont venir à la maison pendant 3 jours d'affilée où on laisse un petit cathlon, c'est-à-dire un petit abord veineux disponible. Donc la patiente va sortir, va rentrer à la maison et dès le soir même, une infirmière va passer à la maison en évaluant la douleur, en regardant comment ça se passe. Ça nous permet aussi une petite sécurité de vérifier les pansements, et cetera, et cetera. Et ce pendant 3 jours. Et si besoin, elle va passer des traitements antalgiques puissants, en l'occurrence de l'acupan, qui permet vraiment de traiter les douleurs profondément. Ça nous a permis on réalise ça depuis 5 ans environ, d'énormément pousser les indications de l'ambulatoire. Moi, je suis un fan de l'ambulatoire. Je pense qu'en France, et je suis pas le seul à le penser, on a trop hospitalisé les gens pendant de très nombreuses années en disant: «Ah, je vous garde un peu à l'hôpital, c'est plus rassurant». Alors non, le fait d'être hospitalisé, c'est pas rassurant pour les gens, c'est dangereux. On attrape plus de bactéries, nosocomiales dans un hôpital qu'à la maison, et cetera, et cetera. À condition qu'on puisse générer à la maison une surveillance qui soit presque celle d'un hôpital. Et ça nous a permis d'énormément pousser les indications de l'ambulatoire. Beaucoup de patientes que je gardais hospitalisées 24 à 48 heures pour me rassurer et pour les rassurer, ce qui au final, pour moi, n'était pas forcément très très bon, d'autant plus qu'elles se mobilisent moins, qu'elles dorment pas bien. On dort pas bien à l'hôpital, on se réveille à 6 heures du matin, on n'est pas chez soi, c'est pas notre matelas, etc., etc. On récupère mieux quand on revient dans son petit environnement familial, s'il est adapté bien sûr, hein, pour les mamans d'enfants en bas âge, on leur dit: «Bon, je vous garde 48 heures pour que vous soyez un peu au calme, quoi». Mmh. Mais globalement, on va essayer de pousser l'indication et ce système d'hospitalisation à domicile, avec une perfusion à domicile, pour nous est une révolution dans la prise en charge des patients Mais qui ont alors pas attends, forcément défendu. elles viennent d'où ces infirmières-là? C'est une équipe d'infirmières libérales ou de Alors chez vous? ce sont des équipes d'infirmières libérales. En fait, OK. on fait appel à des sociétés qui s'occupent de gérer le matériel en amont. La Ouais. patiente a son matériel chez Mmh. elle Mmh et mh. la société a des nous, on a une dame qui s'appelle Isabelle Caillol, qui travaille énormément là-dedans. Si elle écoute ce message, si elle écoute le podcast, je la salue au passage parce qu'elle bosse comme une folle pour que ça se passe très bien et vraiment, c'est compliqué ce qu'elle fait. Elle va avoir des correspondantes locales avec des infirmières libérales, OK, l'infirmière du quartier et OK. lui dire: «Voilà, vous avez dans votre secteur madame truc truc qui a eu une ostéoscopie, elle est prévue en ambulatoire pour le 27 février. Donc à partir du 27 février, est-ce que vous êtes disponible pour venir à la maison? Voilà les consignes chirurgicales, voilà et cetera et en avant la musique». Et donc elle a un tissu absolument fabuleux, un maillage absolument fabuleux. Nous, on a un maillage qui va très, très loin on opère des patients d'un peu toute la France, en fait, de par notre position géographique et de l'aéroport qu'on a. On a pas mal de Françaises et quelques étrangères qui viennent se faire opérer, et on a un maillage quasiment national où elles se démerdent pour trouver une infirmière qui est à côté de la maison. D'accord, OK. Intéressant, hyper intéressant. Ça marche très, très bien et ça Ouais. nous a permis d'énormément augmenter les ambulatoires, ce qui est mieux pour les patientes, je crois, tout en gardant une sécurité. Ça nous a permis aussi d'assurer une sécurité à la maison parce que c'est vrai que c'est quand même pas très rassurant d'avoir quelqu'un qui rentre le soir même de sa chirurgie. Culturellement, dans les pays latins, ça se fait pas. Les anglo-saxons, ils sont habitués très tôt à rentrer après les accouchements, après la chirurgie, c'est comme ça. Nous, latins, il faut qu'on soit hospitalisé, c'est mieux, c'est plus sûr. Et en fait, bah, probablement, on avait tort parce que c'est mieux de rentrer à la maison rapidement. OK. Je voulais te demander aussi Sylvain, pour en parler un peu plus global, quelle est ta vision, toi? Quels sont pour toi les axes d'amélioration de la prise en charge, même si tu nous as lancé des petites pastilles là tout au long de l'épisode, les axes d'amélioration de la prise en charge de l'endométriose? Alors, bah, d'un point de vue recherche, ce serait bien qu'on nous invente deux trois trucs nouveaux parce que pour l'instant, on est un peu en carence. Mmh. Heu, je m'attendais, de par la médiatisation de l'endométriose et de par le fait qu'on en parlait de plus en plus, à ce que les laboratoires lancent d'énormes recherches. Alors je pense que c'est ce qui a été fait, j'espère.
Je pense que les laboratoires ont compris le nombre de patientes qui sont touchées par l'endométriose et le fait qu'elles sont très embêtées, et cetera, et cetera. Donc elles sont vraiment demandeuses de traitement, qu'elles sont prêtes à payer s'il faut, et cetera, s'il marche bien. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent: «Bah, écoutez, si ça doit coûter un peu des sous, mais si je peux ne plus avoir mal, franchement, je suis partante». On avait été contactés il y a 5-6 ans, à peu près tous les experts endo, par des laboratoires qui disaient: «Voilà, quels seraient nos axes de recherche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tel ou tel truc pourrait éventuellement» et cetera et cetera. Et puis pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose sortir. On n'a pas de vraie petite révolution, ni médicale ni chirurgicale. Ça, c'est pour la partie recherche. Qu'est-ce que je pense qu'on peut améliorer, dans la prise en charge de nos patientes? Quelque chose qui est déjà en cours, mais où il y a encore énormément à travailler, le travail d'équipe. Deuxième chose, je sais pas ce que vous avez, mais je vais pas vous dire que c'est rien ou que c'est dans votre tête. De plus en plus, on assiste, et là il y a une vraie amélioration, à l'ensemble de la société. C'est pas un truc anti-médical que je dis, c'est vraiment l'ensemble d'une société, dont les médecins font partie, qui banalisait tellement les épisodes douloureux des règles, et cetera, qu'on en arrivait à des choses, abjectes et abominables, des patientes sous morphine à qui on disait: «Mais non, c'est normal d'avoir mal pendant les règles». Enfin, c'est une blague, quoi. Elle a des patchs de morphine, cette dame-là, c'est-à-dire des trucs qu'on donne à des gens qui ont le cancer en phase terminale pour essayer de les accompagner jusqu'au dernier moment. Elles s'en servent quand elles ont leurs règles et vous pouvez leur dire que c'est un truc normal. Heu, dans quel camp de concentration vous avez travaillé, messieurs, dames? Enfin, je vais encore me faire plein d'ennemis en disant un truc comme ça, mais je pense qu'on est dans ce registre-là, quoi, ça devient délirant. Donc, dans les axes d'amélioration, encore plus faire accepter à la société que cette douleur n'est pas normale, qu'une douleur, c'est un signal d'alerte, c'est un signal d'alarme que nous donne le corps et qu'à ce titre, il faut l'écouter et qu'on ne pourra conclure que c'est dans la tête et que notre patiente est complètement folle que quand on sera sûr que c'est pas autre chose. Alors moi, souvent, elles viennent me voir en disant: «Bah, docteur, vous pensez que je suis folle?» Alors moi, je suis pas psychiatre, je ne sais pas si vous êtes folle ou pas, ça faudra voir un psychiatre, mais même les folles, elles peuvent avoir mal d'ailleurs. Vous pouvez être peut-être folle, madame, j'en sais rien, c'est votre psychiatre qui vous le dira, moi je sais pas. Mais par contre, que vous soyez folle ou pas, ça ne gère pas le problème de la douleur. C'est 2 choses complètement différentes. Heu les patients, psychotiques dernier degré, quand ils se tordent le doigt dans la porte, quand ils se coincent le doigt dans la porte, ils ont mal aussi, hein, et si le doigt est pété, c'est pas pour ça qu'il faut pas réparer le doigt, hein, parce que c'est pas dans leur tête la douleur. Donc, l'écoute des patientes, la non-banalisation de ces douleurs et le fait qu'on va les prendre en charge, qu'on va les améliorer, qu'on va axer la thérapeutique autour de ces choses-là. En parallèle, qu'est-ce qu'on va améliorer? L'identification des centres dits de référence de compétences, experts, on les appelle comme on veut. Alors, je me suis accroché de très nombreuses fois avec, notre société qui adore mettre des hiérarchies. On aime beaucoup les hiérarchies. Donc il faut un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef. Donc, on a essayé, nos instances ont tenté et tentent encore régulièrement de, créer dans chaque région, le chef de la région, le sous-chef de la région, le chef de la région. Alors, il y a une question qui dérange, c'est, mais qui sera le chef du chef de la région? Parce que ça veut dire qu'il faut un chef national à ce moment. Et là, vous avez tous les chefs de la région, tous les supposément chefs de la région qui disent: Non, mais ça, c'est un autre problème, on ne va pas en discuter maintenant». Donc, tout le monde veut être le chef, mais personne ne veut être le sous-chef. En pratique, je pense qu'il faut les axes d'amélioration, c'est l'identification des centres compétents. On s'en fout qu'ils soient sous-chef, chef, pseudo-chef ou j'en sais rien. Des centres où les gens soient bien pris en charge, Mmh mh. qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient dédiés à la partie médicale, à la partie chirurgicale, et cetera, et cetera, et cetera. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit, peu importe, on s'en fout. Des endroits où les dames vont pouvoir être correctement prises en charge, écoutées, analysées, qu'on essaye de leur faire des propositions thérapeutiques multi-équipes, où on va se servir de tout ou à peu près tout ce qui est à notre disposition actuellement pour bien les prendre en charge. Et c'est grâce à ça que la prise en charge va s'améliorer énormément, qu'elle s'est déjà énormément améliorée. Il y a quand même des travaux considérables, des améliorations considérables qui ont été faites depuis pas mal d'années. Mais
La France et on n'a pas honte, enfin moi je trouve qu'on n'a vraiment pas honte des trucs qu'on a mis en place en France pour l'endométriose. Je sais qu'il y a une dame il y a quelques années, moi, qui m'avait énormément choqué parce qu'elle avait expliqué que c'était beaucoup mieux ailleurs. On a le French bashing à l'ancienne, je sais plus son nom cette dame, mais sur les réseaux sociaux, elle expliquait qu'en France on s'était toujours foutu d'elle et qu'elle était allée en Suisse se faire soigner. Bon, elle avait oublié que ça lui avait coûté quelques dizaines de milliers d'euros quand même, mais oublié de le préciser, et qu'on l'avait beaucoup écouté en Suisse. Enfin, elle avait oublié de préciser que la consultation en Suisse était payée à la minute et non pas à la consultation. Tout ça pour dire que je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prise en charge d'endométriose. On a du retard et des choses à apprendre comme l'ensemble des pays du monde, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de retards qui ont été pris en Suisse comme en Suède, comme aux États-Unis, comme en France, comme au Burkina Faso et comme en Asie. On a une prise en charge où les patientes, je crois, commencent à être vraiment prises en charge correctement, avec des centres qui se sont vraiment identifiés, où on a des groupes de thérapeutes au sens large du terme, chirurgiens, médecins, algologues, gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes, ostéopathes, kinés, phytothérapeutes. Nous, on a une liste de gens qui bossent avec nous qui est colossale. Et dans ces centres-là, les dames, je pense, commencent à être prises en charge, du moins du mieux qu'on sait faire actuellement. C'est pas parfait, parce qu'il n'y a jamais aucune prise en charge qui soit parfaite, mais on peut leur amener une vraie prise en charge dont on n'a pas à rougir, je crois, actuellement. Un des axes de développement et de travail, c'est de beaucoup former les personnels soignants de premier recours, infirmières scolaires, médecins généralistes, sages-femmes, gynéco-médicales, etc., etc., pour que nous, on puisse rester concentrés sur les cas qui sont importants, pour lesquels il est important qu'on amène notre expertise. Si on est submergé de dames qui peuvent être prises en charge en premier recours, ben on ne peut plus voir celles qui ont vraiment besoin de nous voir du coup. OK, ça marche. Bah, on est complètement aligné avec Mapato à ce que tu dis. C'est vrai que sur l'identification des centres, du coup, nous, avec les créations des annuaires de professionnels de santé, de centres sur recommandation et sur l'information, pour en parler, informer avec des informations vérifiées. Voilà. On parlait de formation et d'information. Si tu veux bien nous parler de l'événement de début juin, du coup, que tu organises. Alors, pour faire court, si j'y arrive, parce que je suis assez bavard malheureusement, il y a 3 ans, en discutant avec les gens de notre RCP. Alors, une RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. On a la chance de se réunir tous les mois avec une vingtaine de personnels médicaux qui vont bosser jusqu'à minuit bénévolement pour analyser tous les dossiers un petit peu compliqués. Globalement, moi, j'ai des dossiers où ça me paraît pas évident ce qu'il faut prendre et qu'il faut faire pour une patiente. Je suis un drogué du travail d'équipe. Je ne jure que par le travail d'équipe. Ce n'est pas moi qui sais ce qu'il faut faire. C'est moi qui sais peut-être ce qu'il faut faire. Et puis, si je sais pas, j'ai des gens autour de moi qui vont me permettre de décider beaucoup plus intelligemment que ce que je le ferais personnellement. On a la chance aussi d'avoir une pathologie pour laquelle on peut facilement perdre 2-3 semaines. La vie de la patiente n'est pas en train de nous glisser entre les doigts, donc on peut prendre 2-3 semaines pour réfléchir intelligemment à ce qu'il faut faire. On va donc, avec cette RCP, avec une vingtaine de soignants, discuter les dossiers qui nous ont posé problème. On le fait tous les mois et on amène des dossiers qui nous ont posé problème. Il y a 2-3 ans, l'idée émane de proposer une journée de formation pour les soignants sur Nice, parce qu'on trouvait qu'on avait et la géographie avec aéroport, etc., permettant de proposer une belle journée, et l'envie de le faire, et qu'il y avait un petit peu et une demande et une offre à proposer. Nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, et il y a 4 mois, les médecins de la RCP me disent: t'es vraiment un glandeur, un petit virus de rien du tout, et tu te débrouilles pour ne pas participer à l'organisation de la journée dont on avait parlé il y a 2 ans. C'est quand même incroyable d'être glandeur comme ça. On a lancé le défi. Et sur une petite dizaine de coups de fil, on s'est rendu compte que les conférenciers et le personnel soignant étaient extrêmement demandeurs de revenir à des conférences vraie vie, où on se rend compte vraiment, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais que les deux doivent exister et coexister, et qu'il y avait une vraie demande.
On a eu, sur une dizaine de coups de fil, l'accord immédiat, il y a 3 mois, de conférenciers extraordinaires, pour pas les nommer, Michael Grimbert, qui est un des papes de la fécondation in vitro actuellement en France, de la médecine de procréation d'ailleurs, Éric Petit, qui est, je pense, le radiologue le plus performant que je connaisse, ou un des plus performants en endométriose actuellement en France, Fabien Piasco, qui est l'auteur du livre Alimentation anti-endométriose, qui est un puits de science en matière diététique et de micronutrition, pour pas les nommer, Éric Bautran, Jean-Philippe Estrade, qui est actuellement le patron du collège des gynéco-chirurgicaux, etc., etc. Donc des gens éminemment brillants, éminemment intelligents, éminemment chouettes, qui nous ont dit mais tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc on a lancé cette journée, et comme on le discutait au départ, donc cette journée, pour faire un peu de pub, elle aura lieu le 3 juin prochain au Centre universitaire méditerranéen, et elle est ouverte à tous les soignants. Ce n'est pas une réunion de médecins. C'est une réunion de tous les gens qui se sentent concernés par le fait d'amener leurs compétences pour soigner les femmes qui ont de l'endométriose. On parle de naturopathes, on parle d'ostéopathes, on parle de kinés, de sages-femmes, de médecins généralistes, de médecins spécialistes. J'en oublie sûrement, j'espère que je vexerai personne, de diététiciens, de phytothérapeutes, etc., etc. C'est-à-dire tous les gens qui sont là, sophrologues, pourquoi pas, etc., etc. Tous les gens qui veulent amener leurs soins et qui veulent des connaissances sur l'endométriose vont, j'espère, trouver le 3 juin à Nice de quoi satisfaire leur curiosité. On a essayé de faire un programme assez pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on veut amener des connaissances pratico-pratiques, et on les a mélangées à des connaissances super 2.0, 3.0, où on va essayer de parler de tout ce qui est nouveau. Le test salivaire, moi j'ai des questions toute la journée sur le test salivaire. C'est quoi un test salivaire? Comment on le fait? Est-ce qu'il est remboursé? Etc., etc. On va essayer de parler de ça. On va essayer de parler des chirurgies du futur. On va essayer de parler de quelle planète choisir pour fuir les perturbateurs endocriniens, etc., etc., etc. Donc, du pratico-pratique, et en même temps un programme qui se veut relativement novateur, où on va un petit peu sortir des sentiers battus. On ne pouvait pas, parce que c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est tout le groupe de médecins qui l'a organisé. Nous ne pouvions pas imaginer la journée sans le fait de le jumeler à une journée de formation grand public. On a donc fait appel à un centre extrêmement novateur, parce qu'on a quand même beaucoup de trucs novateurs à Nice, mine de rien, qui s'appelle le centre Egg. Une dame qui s'appelle Dorothée Mior, qui à titre personnel a vécu des choses relativement lourdes. Et cette dame, il y a quelques années, elle a monté un centre Egg, qui est un centre d'assistance non médicale à la fertilité, et en même temps qui s'occupe maintenant pas mal de patientes qui ont de l'endométriose. Elle a donc au sein de son centre des sexologues, des psychologues, des professeurs de yoga, des nutrithérapeutes, des diététiciens, etc., etc. Mais c'est pas un centre qui se veut médical, il n'y a pas de médecin à l'intérieur. C'est un centre d'accompagnement. Et donc, on a une relation très privilégiée avec cette dame depuis pas mal de temps, pour avoir beaucoup bossé ensemble. Et ce qu'elle propose est très novateur. Et donc, on a monté une journée grand public, qui est donc le 4 juin, aussi au centre méditerranéen. En plus, c'est un endroit extraordinaire, c'est sur la promenade des Anglais, c'est une merveille. Avec une journée qui s'appelle Ma vie d'Endo Girl, et où on va proposer le matin des conférences d'un niveau national, voire international, avec les mêmes Éric Petit, Fabien Piasco, Delphine Huillery, qui est la médecin algologue la plus rock'n'roll que je connaisse, qui est une dame extraordinaire, qui fait certaines conférences en chanson. Enfin, elle est délicieusement, et elle est aussi brillante que folle au bon sens du terme. Et donc le matin des conférences, et l'après-midi des ateliers, où on va proposer aux gens la découverte de certaines choses qui vont pouvoir leur faire découvrir c'est quoi la sophrologie, c'est quoi le yoga, c'est quoi, etc., etc. Donc, c'est le 3 et le 4 juin. Le 3 juin pour les gens qui sont des soignants, le 4 juin pour les gens qui sont des soignés, ou leur famille, ou leurs conjoints. Et on va essayer d'accueillir les gens comme ça et de leur proposer les choses les plus intéressantes, les plus novatrices et les plus pratico-pratiques en même temps. Ok. On espère avoir réussi à relever ce défi.
D'accord. Pour avoir plus d'informations, pour celles et ceux que ça intéresse, on a écrit un article sur Mapato. Donc, vous pouvez y accéder. Vous avez tous les liens pour vous inscrire. Donc, voilà. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou autre si on peut vous donner les infos pour s'y inscrire. Eh bien, écoute, Sylvain, un grand merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah bah oui, avec plaisir. Merci à toi et merci à vous. C'est grâce au boulot que vous faites et bon, les auditeurs le savent pas forcément, mais moi je vois le nombre de mails que tu envoies, le nombre d'heures que tu passes. Pour information, messieurs, dames, il est 21h51 en train d'enregistrer. Moi, c'est mon boulot et c'est ma passion. Florence, elle a une famille et il est 21h51 et elle est en train, via un ordinateur, de me poser plein de questions. Ouais, mais c'est mon travail aussi, Sylvain. C'est dans Oui, mes mais à voilà, c'est dans 21h51, c'est une passion aussi. ah oui, ça c'est vrai, ouais. Donc, juste de saluer tout ce que vous faites, parce que encore une fois, comme on l'a dit dans cette, dans ce podcast, c'est grâce au fait que les patientes vont être bien orientées, qu'elles seront bien soignées, et nous ne sommes rien sans vous. C'est-à-dire que si les patientes ne peuvent pas trouver le chemin de l'endroit où, alors bien soigner, c'est très prétentieux, on essaye de les soigner le mieux qu'on sait faire en tout cas, on n'arrive pas à soigner tout le monde, déjà on est en échec, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, vous faites partie de tous les gens qui bossent et qui bossent hyper sérieusement et en France, il y a un vrai maillage, il y a un vrai tissu autour de l'aiguillage des gens vers des professionnels de santé qui se veulent un peu spécialisés. C'est grâce à vous que les gens vont pouvoir trouver des spécialistes dans leur région, ne pas parcourir des centaines de kilomètres inutiles, ne pas perdre des années inutiles, et c'est extrêmement important. Donc franchement, merci à toi et merci à votre site qui est hyper bien fait. C'est adorable. Merci beaucoup, C'est Sylvain. normal. Et je le pense sincèrement. Eh ben, écoute, un grand merci pour du coup, ta participation, pour ton temps. À très bientôt. Et voilà, on se retrouve. Voilà, on aura certainement l'occasion encore de faire des choses ensemble. On vous tiendra tous au courant. Avec grand plaisir. Je suis à ta disposition. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.